Et bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de À Point, l'émission avec des interviews sans filtre et sans concession avec les dirigeants, les entrepreneurs qui font parler. Et je vais commencer par accueillir mon associé d'Appoint, Arnaud. Arnaud. Salut Arnaud, comment Salut, vas-tu? salut. Eh ben écoute, ça va. Et toi, est-ce que vous m'entendez bien? Avec un écho, mais ça va très bien. Est-ce que tu peux essayer de régler le problème d'écho comme la dernière fois? Je ne sais pas ce que tu avais Ouais, fait, mais ouais, on va le régler. Pourtant, je suis bien avec mon microphone, je suis bien avec mon micro, mon ami. Donc, a priori, c'est mieux ou c'est mieux. Bon, voilà. près? Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Très heureux de te retrouver, Arnaud. Ça fait un Plaisir petit bout de partagé, temps je suis bien. Bah ouais, je sais. qu'on n'a pas Toujours. animé ça. Alors, j'ai des travaux à la maison, donc si ça tape, je suis désolé. Pas de Je problème. récupérer le micro entre Aucun les sujet. interventions. Mais j'espère que ça va se régler. En tout cas, voilà, très content. Alors aujourd'hui, on ne va pas attendre beaucoup plus longtemps. On va recevoir notre invité du jour, Claire Lemaître. Bonjour Hello, Claire. Comment vas-tu? bonjour, super, ça va super bien. Merci de m'accueillir dans ton émission. Bonjour à toi Arnaud, Salut Claire, ravi de te revoir. c'est un Eh ben, plaisir. très heureux de t'avoir, Claire. Alors nous, on s'est rencontrés à CryptoXR. C'est Euh, ça. et puis, je dois reconnaître que j'ai été soufflé par voilà, l'énergie que tu diffusais. Et puis, je me suis un peu renseigné sur ce que tu faisais et je me suis dit, mais j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur toi. Donc, voilà pourquoi je t'ai invité. Je te remercie d'avoir accepté bien notre invitation pour ce soir où on va voilà, passer une heure et demie ensemble pour essayer de te connaître un petit peu plus. Je crois que c'est la première fois que tu te prêtes à cet exercice. J'ai vu dans un post que tu as fait à ce sujet. Oui, c'est mon premier live. Ouais. Bon, en tout cas, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Le but, c'est surtout voilà, d'essayer de tirer le maximum de ton expérience et de le partager avec notre audience. Alors, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent que eh bien, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. On les posera directement tout à l'heure à Claire. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux, donc sur Twitter, sur LinkedIn ou sur YouTube. Et puis, vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur la chaîne YouTube si vous n'avez pas pu être présent en direct aujourd'hui à 16h30. Alors, moi, ce que je te propose, Claire, c'est qu'on commence. Oui. Alors, on a une façon un peu particulière ici de présenter nos invités. C'est toi qui vas te présenter, mais tu vas te présenter comme si, malheureusement, demain, tu venais à disparaître. Comment tu aimerais qu'on te présente comme une oraison funèbre? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi si, malheureusement, tu devais nous quitter aujourd'hui? Voilà. C'est un exercice un peu particulier, mais qui doit nous permettre de savoir qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi si ça venait être ta dernière interview. Alors, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, déjà que je suis une personne qui a toujours osé faire des choses, même si de base, ça n'a pas toujours été évident. J'ai expérimenté pas mal de choses dans ma vie et voilà, et j'ai toujours osé faire les choses, faire au mieux, du mieux que je pouvais, et toujours dans un but de progresser, de m'améliorer et toujours essayer de gravir un petit peu les sommets. Ok, bah c'est bien, c'est très bien. Franchement, moi j'aimerais bien qu'on dise ça de moi aussi. Hein. Je sais pas pourquoi Arnaud, mais c'est plutôt un bon résumé. Si tu veux, prenons la machine à remonter le temps et intéressons-nous un peu à ton enfance, à ton milieu social dans lequel tu as évolué et peut-être même à tes premières études. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens Voilà. Alors, j'ai grandi dans un milieu plutôt normal, enfin modeste, on va dire. En tout cas, je viens pas d'une famille bourgeoise. Euh, je pense pas non plus venir d'une extrême pauvreté. Je n'ai pas grandi dans des quartiers non plus défavorisés de Paris ou autres. Par contre, je viens de la campagne, donc en fait, j'ai vécu assez isolée quand même toute ma vie et de ce fait, eh bien, ça a été quand même un défi pour moi ensuite d'intégrer les grandes villes, etc. Et voilà, j'ai eu beaucoup de défis par rapport à ça. Mais sinon, je viens d'un milieu assez. Oui. Tu peux nous dire d'où tu viens si c'est Ah. pas une grande ville, enfin, quelle région peut-être qu'on situe un peu?
Je viens du nord de la France. Alors, je suis née plus particulièrement dans le Pas-de-Calais, dans un petit village qui est situé entre Calais et Dunkerque, voilà, près de Ok, Gravines. je vois. Ok, moi je suis d'Oise, donc Ah, un peu plus près quand même de Paris, mais moi aussi j'ai dû descendre à la capitale à un moment donné. Ok, ok. et alors tes études, tu les as faites dans le Nord ou est-ce que justement tu es venu dans une grande ville pour faire tes études? Eh bien, je suis allée sur Lille, oui, pour faire mes études. Donc, Lille, c'est une grande ville quand même. Très grande et très belle ville étudiante. Ouais, j'aime Ouais, beaucoup Lille. j'ai fait des études de pharmacie. Ouais. Après mon bac, je suis montée donc sur Lille et pour faire un parcours de pharmacienne. Voilà, donc je suis sortie de là au bout de 7 ans avec un doctorat. Voilà, et donc j'ai Ah commencé ouais. ensuite à travailler dans une pharmacie. Ok, ça c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on apprend parce que ça tu n'en fais mention, tu n'en fais pas mention typiquement sur ton LinkedIn par exemple. Donc bah, je suis ravi voilà, d'apprendre ça. Donc tu as fait ça pendant combien de temps pharmacienne À peu près 7 ans d'études. Non mais après en activité. Bah, après mes études, j'ai travaillé 5 ans. J'ai travaillé 5 ans dans une pharmacie, donc ça a été assez compliqué en fait pour moi. J'ai Ah ouais? tenu 5 ans. Pour moi, c'est un exploit. J'aurais aimé partir avant, mais bon, voilà, j'ai fait les choses comme il fallait, dans l'ordre. Mais oui, oui, je suis restée 5 ans en tant que pharmacienne, Et, salariée et, adjointe. et pardon, pourquoi c'était si dur qu'est-ce qui te gênait? C'est quoi la relation client, le salariat? C'est quoi qui te dérangeait? Bah, c'était le fait que j'avais l'impression d'être dans une boîte. Tous les jours, je faisais la même chose en fait. Je délivrais des boîtes. J'étais dans une boîte et je délivrais les boîtes. Et voilà. Et je faisais ça du matin au soir et je délivrais tout le temps les mêmes conseils puisqu'il fallait donner les conseils appropriés, on va dire, aux gens. Et donc c'était un petit peu, au bout d'un moment, je voyais pas trop où ça allait me mener tout ça. Donc c'était un peu rébarbatif, on va dire. Ouais, c'est bien résumé, vendre des boîtes dans une boîte. Non, non, mais c'est intéressant, franchement, et j'apprends ça, donc tu vois, pour le coup, c'est cool. Et donc là, à ce moment-là, quand tu arrives à t'échapper, entre guillemets, de cette boîte, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est là où tu te lances dans l'investissement immobilier, la gestion locative, ou est-ce que tu fais des choses avant Alors j'ai préparé effectivement ma sortie en pharmacie. Je suis pas partie comme ça sur un coup de tête. C'est-à-dire que assez rapidement, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un salaire fixe et je me suis dit tiens, comme j'ai assez vite compris que j'allais pas pouvoir tenir trop longtemps comme ça dans un climat comme ça, bah j'ai levé des emprunts en fait, hein, et j'ai commencé à investir dans l'immobilier à côté. Donc j'ai acheté des biens pas très chers que j'ai fait restaurer. J'ai même un peu mis à la main à la pâte moi-même au tout début. Et donc j'ai préparé en fait, j'ai préparé ma sortie quand même sur plusieurs années. Et donc au fur et à mesure que les restaurations se sont faites, j'ai commencé à louer en parallèle les appartements. Donc au départ, j'ai fait la location nue pour, pour des questions de simplicité au départ. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'avais autant de loyer que de salaire. Donc je me suis dit là, c'est bon. Je peux continuer à vivre de mes loyers sans que ça impute mon train de vie. Donc rien ne changeait quasiment pour moi. Et ça m'a permis du coup de partir et de me dégager du temps pour faire autre chose. Et du coup, Claire, qu'est-ce qui a fait le mouvement justement d'investissement IMO? C'est quoi le déclic? Soit qui a fait Alors, qu'à un moment, tu t'es dit, allez, je me lance là-dedans. il y a eu un déclic assez fort chez moi qui a fait que j'ai pas du tout pu continuer à travailler. C'est que il s'est passé un drame dans ma vie, c'est-à-dire que voilà, j'ai perdu ma sœur dans un accident de voiture et donc forcément je me suis retrouvée chez moi suite à ça. Et bien clairement, je me suis dit, mais Claire, tu ne peux pas repartir demain travailler à la pharmacie, c'est pas possible, t'es pas là où tu dois être. Il faut absolument que tu fasses autre chose. Donc, comme j'avais déjà préparé le terrain, je me suis dit, c'est bon, je ne reprendrai plus la pharmacie, c'est pas possible. Tu t'es arrêté du jour au lendemain. Oui, Ok, tu regrettes? non. Ok. Et juste, parce que c'est ma curiosité personnelle, mais Oui. quand tu te lances comme ça dans l'immobilier,
tu étais accompagné à ce moment-là ou tu t'es lancé parce qu'on voit maintenant des gens qui se Mm. lancent dans l'IMO, tu sais, ils vont regarder des vidéos sur Internet, il y a beaucoup d'auto-apprentissage, d'ailleurs, à plus ou moins juste raison. Mais toi, comment ça s'est fait? Tu étais déjà un peu baigné là-dedans, tu t'y intéressais? Ou un peu du jour au lendemain, tu t'es un peu comme une autodidacte, comment ça s'est passé en fait? Ou c'est des gens qui t'ont mis le pied à l'étrier? J'avais des amis en fait qui parallèlement aussi à leur boulot faisaient l'immobilier. Et en discutant avec eux, tout ça, bon, j'ai compris le principe. Et oui, effectivement, ils m'ont aiguillé dans les démarches, déjà m'expliquer un petit peu ce qui est plus intéressant à acheter. Donc, je suis plutôt partie du coup sur des immeubles. Et donc, oui, j'ai été aiguillée par des amis qui faisaient ça aussi en plus de leur travail. D'accord. Ouais. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Et tu étais toujours là, tu es toujours propriétaire de. Oui, C'est-à-dire que oui. tu n'as pas délesté cette activité, tu continues à la Alors non, mener. puisque du coup, maintenant, comme je me réoriente de plus en plus vers des investissements en start-up tech, Ouais, c'est ça. du coup, bah, là, je suis dans une phase un peu similaire où, parallèlement à mon immobilier, j'investis de plus en plus en start-up. Et quand Ouais, j'aurai réussi à constituer un patrimoine, je pense, équivalent à celui que j'ai actuellement en immobilier, et ben, je laisserai tomber l'immobilier. d'accord. Ok, intéressant. Alors, on y reviendra évidemment sur la partie tech. Ça va évidemment nous parler à tous les deux, à Arnaud et moi. Si tu permets, et évidemment, Claire, tu n'es absolument pas obligée de répondre. Mais si on revient au drame que tu as vécu, Mhm. tu t'es dit quoi à ce moment-là? Tu t'es dit, la vie peut s'arrêter à tout moment, donc il faut que je la. Enfin, pardon, mais je fais la question et la réponse. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai bien deviné ce qui te pousse? Ou est-ce que c'est d'une certaine manière euh, une réponse à quelque chose que ta sœur t'avait dit? Ou voilà, peut-être qu'on comprenne un peu ce déclic un petit peu plus. Et moi, j'ai vu ma sœur énormément travailler en fait pour dans le but de réussir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc elle avait fait des études, etc. Et là, elle venait de décrocher un emploi et elle partait justement pour son premier jour, je pense. Et et voilà. Et donc, et au final, eh bien, tout s'est arrêté d'un coup pour elle, alors que ça y est, elle avait préparé ça pendant des années et elle aurait pu commencer effectivement ce boulot-là auquel elle tenait tant. Et je me suis dit, mais en fait Claire, tu as passé toute ta vie quasiment à travailler dans une pharmacie et peut-être que demain, ben, peut-être il peut t'arriver quelque chose et est-ce que tu auras des regrets? Bah oui. Oui, tu auras clairement des regrets. Donc, je pense que ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est de passer une vie entière à ne pas faire ce qu'on aurait vraiment aimé au fond de soi. C'est un message fort. Et encore une fois, il y en a certains qui ont besoin de ça. Mmh. Euh, tu sais, c'est comme pour arrêter la clope. Souvent, tu as besoin que ton médecin te dise tu vas mourir si tu arrêtes pas. Et puis, il y en a d'autres qui, par la force des choses, par l'expérience, par la chance, parfois, ils arrivent effectivement à avoir ce luxe de faire ce qu'ils aiment. Oui. Donc, je suis évidemment désolé quand j'entends ton histoire que tu as eu besoin de ce drame pour ça. Mais ce qui est magnifique, c'est que tu as réussi à en faire une force et donc d'être pétillante. Parce que c'est ça qui, je crois, te correspond le plus quand on te voit. Si en plus tu es heureuse dans ce que tu fais, bah, franchement, je suis très heureux de l'apprendre. Et voilà, on va continuer sur des sujets peut-être plus heureux, mais je pense que c'était important, je pense, de parler de cet événement qui a fait sans doute une partie de ce que tu es aujourd'hui. Alors justement, tu évoques dans certains de tes posts sur LinkedIn, eh bien, peut-être des difficultés relationnelles, peut-être quand tu étais plus jeune, dues à certaines de tes particularités, le fait d'être parfois un peu réservée, assez rigoureuse, peut-être parfois même un peu trop brillante dans ce que tu fais. Aujourd'hui, le réseautage, le relationnel, c'est essentiel dans ton activité. Comment tu as fait peut-être d'une faiblesse au départ quand tu étais un peu plus jeune, une force aujourd'hui? Ça aussi, ça m'intéresserait que tu nous parles un peu de ça, parce que tu ne dois pas être la seule dans ce cas. Oui, alors effectivement, c'est vrai que j'ai souvent été un peu à part.
mais j'étais quelqu'un en fait d'extrêmement consciencieux, rigoureuse, etc. Et j'aimais bien la perfection, et donc ça pouvait déranger. Mais après, moi, c'était ma façon de faire, c'était ma façon d'être, et je trouvais que c'était normal d'être comme ça. Mais c'est vrai que ça a souvent dérangé, donc voilà, j'ai souvent été un peu clivée comme ça, un petit peu catégorisée. Donc, bon, c'est vrai que ça a parfois été compliqué, mais voilà. Mais au fur et à mesure des années, bah, je me C'est suis quoi, rendu par compte. exemple, Oui, excuse-moi de t'interrompre, mais typiquement, c'est quoi? C'est de la jalousie des autres femmes, des autres hommes? Et ça m'intéresse d'ailleurs, plutôt les femmes ou plutôt les hommes? Et puis, ou est-ce que c'est peut-être le supérieur qui a peur que tu lui prennes sa place? Est-ce que c'est à l'école, le harcèlement? Enfin, voilà. Là aussi, le but, c'est d'être peut-être un peu concret pour que les gens qui nous écoutent se disent, OK, moi, ça m'est arrivé ou ça m'arrive, et comment je peux potentiellement en faire une force pour demain. Donc, voilà. alors je ne sais pas si c'est de la jalousie ou pas, j'ai jamais trop su analyser. Peut-être, parfois, parce que c'est vrai que dans le milieu, par exemple pharmaceutique, on était beaucoup de femmes. Et là, oui, je pense qu'il y avait ce sentiment de jalousie de la part de certaines. Mais après, est-ce que c'est réellement ça? Voilà, je sais pas Ouais, exactement ce qui se passait dans la tête des gens. non, c'est toujours un peu prétentieux de dire elles étaient Ah, c'est jalouses. ça, ouais. C'est Bon. difficile de répondre, mais je pense qu'on peut répondre à ta place. Il y avait sans doute un peu de ça. Eh oui, évidemment, évidemment. Et avec les hommes, tiens, parlons de management, ça se passait mieux avec les hommes ou pas Oui, forcément? Ouais. non, j'ai toujours eu de meilleures relations en général avec les hommes. Je les trouve plus ouverts, plus simples, plus directs aussi. Et donc en général, c'est plus naturel. Mes conversations sont plus naturelles. Ouais, c'est pas la première fois qu'on a ce retour, pour ne rien te cacher. Et non, mais moi je le déplore, hein, mais pour le coup, c'est bien d'avoir aussi ce son de cloche à l'ère où on a souvent tendance à surtout attaquer les hommes, alors qu'en vrai, je crois qu'il y a autant de problèmes des deux côtés. Donc, merci en tout cas pour ce témoignage. Arnaud, tu voulais, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi, nous parler des communautés d'investissement. Ouais, absolument. Je crois, enfin, en tout cas, j'ai lu, peut-être que tu vas me démentir, mais que tu t'es tourné vers un certain nombre de communautés. Tu as un côté très collectif chez toi, Mhm. notamment le Blast Club d'Anthony Bourbon, Oui. ou encore Wellcrypt, par exemple, Oui. évidemment, que j'apprécie beaucoup par ailleurs. Et pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre ces communautés? Pourquoi en réalité c'était très important pour toi de le faire? Et qu'est-ce que tu as trouvé justement dans ces communautés que tu n'as pas forcément trouvé ailleurs? Alors oui, j'ai commencé à intégrer, en tout premier, c'était une communauté crypto, c'est le Merov Club. Bah, c'était surtout pour voilà, pas investir comme ça à tout hasard. La crypto, c'est quand même assez particulier, donc il y a des moments où il faut entrer. On n'entre pas n'importe quand, ni à n'importe quel prix. Et donc c'était voilà, c'était pour ne pas faire ça seul, et donc avoir un guide par rapport à ça. Et puis ensuite, j'ai commencé à aller sur des événements, notamment avec oui, GG Community. Et de là, en fait, quand j'ai commencé à être en présentiel avec des entrepreneurs, j'ai clairement eu beaucoup d'affinités avec les personnes qui étaient sur place, et vraiment une facilité à dialoguer que j'avais rarement eu jusqu'à présent tout au long de mon parcours. Et bah, ça a clairement été en fait une révélation pour moi. Et je me suis dit, mais Claire, il faut vraiment que tu ailles sur ces événements, parce que c'est là où tu vas trouver en fait les gens avec qui tu vas bien t'entendre. Et du coup, bah, je me suis un petit peu renseignée sur les événements qu'il y avait en France, tout ça. Et j'ai commencé effectivement à aller donc à CryptoXR, à d'autres événements aussi, hein, des événements entrepreneuriaux comme Chaka Biarritz ou Block Expo Toulouse. Et à chaque fois, c'est vrai que ça s'est vraiment très très bien passé. Et de fil en aiguille, bah, en discutant avec les gens, en discutant avec les fondateurs de boîtes, eh bien, j'ai intégré Wallcrypt, par exemple. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce qu'on rencontre des gens absolument formidables qui nous inspirent. On a envie de suivre leur parcours. On s'implique aussi. Bah, moi, j'ai eu l'occasion d'investir dans quelques boîtes, et on est encore plus impliqué dans ce qu'ils font. On a envie de suivre leur aventure. Et c'est clairement, c'est vraiment passionnant, et on a envie de les suivre tout le temps.
Ouais, donc ça fait une transition parfaite pour ça. Alors en plus, alors, évidemment, on ne peut que rebondir sur GG, sur Wellcrypt, sur tout ça, parce que Arnaud et moi, évidemment, on est membres ou en tout cas proches de ces groupes. Les événements dont tu parles, on y va également à certains, voire à tous, dans ton cas, Arnaud. Donc effectivement, c'est vrai que dans un monde qui est celui de la tech et des cryptos a fortiori, où j'allais dire tout, beaucoup est digital. Les réseaux sociaux, même les équipes, elles sont dispersées dans le monde entier et pour la plupart en télétravail derrière un ordinateur. Le fait d'avoir l'opportunité de se voir en vrai, c'est quelque chose de très important. Et le fait d'être dans des communautés comme celle-ci, disons avec des personnes qui ont choisi d'en être, pour Oui. certaines, même des personnes qui ont payé pour en être. Il y a un ticket d'entrée, voilà, qui est assez accessible. On va le dire à ceux qui nous écoutent. Les groupes dont on parle pour y rentrer, c'est quelques centaines d'euros, grand maximum. Donc, c'est très accessible. Mais ça permet d'être entre personnes qui ont décidé d'allouer des moyens pour en être. Et quand tu mets des moyens dans quelque chose, tu t'investis. Parce que sinon, tu as un groupe Telegram avec 4000 personnes et ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, effectivement, on ne peut que te rejoindre sur l'opportunité d'être dans ces événements et dans ces groupes. Si on parle de la tech, parce que pour moi, la tech, c'est complètement à l'opposé de l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est plutôt sûr, alors que la tech, a fortiori, les crypto-monnaies, c'est quand même on ne peut plus risqué. L'immobilier, c'est physique. La tech, c'est on ne peut plus immatériel, sauf le hardware, mais il y en a quand même très peu, quoique, tu vas nous parler de Self-Bar. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est à l'opposé de la thèse d'investissement que tu avais choisie il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, ce gap, comment tu t'es lancé dans la tech et comment tu choisis les entreprises avec lesquelles tu décides de t'impliquer? Alors oui, c'est vrai que j'ai tendance souvent à passer d'un domaine à l'autre complètement opposé, mais je pense que ça fait partie un petit peu de ma personnalité aussi, où je suis toujours je suis jamais dans le milieu, donc c'est soit l'un soit l'autre. Et en fait, l'immobilier, j'ai commencé à investir là-dedans de par le fait que j'étais en salariat et que j'avais pu utiliser l'effet de levier à l'époque du crédit. Donc j'avais cette opportunité de le faire, je l'ai fait pour ça. Ça aurait été plus compliqué d'investir dans la tech à cette époque-là. C'était Même mieux. aujourd'hui, Oui. ce que tu dis est très vrai et on en avait parlé avec David Broman, etc. C'est vrai que l'immobilier, c'est le seul truc sur lequel tu peux investir avec un crédit. Tu ne peux pas aller voir ta banque en disant je vais emprunter 100 000 euros pour investir en actions. Ce n'est pas possible. Donc, c'est vrai que ça, on comprend totalement ce levier du crédit. La seule chose pour laquelle tu peux l'utiliser aujourd'hui, je crois, c'est l'immobilier. Donc, OK, très clair là-dessus. Et le passage à la tech alors? Et le passage à la tech, eh bien, c'est quand j'ai commencé à aller sur les événements. En fait, j'ai parlé aux fondateurs des boîtes, etc. Ils m'ont expliqué la blockchain. Bon, je connaissais pas du tout à l'époque, mais en fait, dès qu'on a commencé à m'en parler, j'étais en fait complètement fascinée par la technologie. Et j'ai voulu en savoir plus, donc je me suis renseignée, etc. Et voilà. Et en fait, une fois que j'étais là-dedans, j'ai compris tout le potentiel qu'il pouvait y avoir, en fait, puisque en fait, la blockchain, ça peut s'appliquer à énormément de domaines. Donc, il n'y a pas que les crypto-monnaies, je veux dire, voilà, et ça peut être relié à des choses qu'on utilise au quotidien. Donc, j'ai compris, en fait, tous les domaines d'application qu'il allait pouvoir y avoir avec ça. Et je me suis dit, mais ça c'est l'avenir, ça, c'est demain. Donc, de ce fait, c'est pour ça que je me suis intéressée beaucoup aux startups tech. Oui, alors typiquement et même concrètement, comment tu as fait ta phase d'apprentissage? Parce que clairement, les gens avec qui tu parles sont des porteurs de projets, typiquement peut-être des personnes qui ont besoin de fonds. Ce n'est pas forcément des éducateurs, vulgarisateurs pour t'apprendre. Ils te l'apprennent par le prisme de leur projet ou alors peut-être 20 minutes pendant un café, mais bon, ce n'est pas comme ça qu'on fait son éducation technologique, fondamentale. Et quelles ressources tu as utilisées pour essayer de vraiment savoir de quoi il s'agit? Parce que je crois que tu as commencé il y a 1 an et 2 mois à peu près. Oui, c'est ça. 1 an? Ouais, tu vois? Non, j'ai regardé, parce que là, la dernière Je vois ça. attends, on bosse, Non, la première fois que tu investis dans la tech, blockchain, je crois que c'est Frigom. Ouais, c'est ça, Frigom, oui. Et d'ailleurs, alors, tu sais quoi? C'est très amusant la
la coïncidence, j'étais en call avec Axel cet après-midi. Voilà. Ah, Voilà. ok. Mais bon, voilà, tout ça, qui est Oui, oui, c'est le CEO de Frigom. le nouveau CEO de la boîte. Oui. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, je te repose ma question. Dans ton aventure pour comprendre de quoi il s'agit, quelles ressources tu as eu accès? YouTube, des influenceurs, des reportages, comment tu as fait ton éducation? Et ça aussi, je pense que ça intéresse celles et ceux qui nous écoutent, qui voudraient peut-être se lancer dans ça. Ben, j'ai pas vraiment fait de formation. J'ai tapé sur Internet blockchain. Et puis, j'ai été voir, oui, des vidéos, tout ça. J'ai essayé de comprendre un peu. J'ai acheté un livre sur la blockchain, je l'ai lu. J'ai C'est quel compris livre? et voilà. Ouais, Je sais pas. non, c'est hyper intéressant. Tu saurais nous dire quel livre? Ah, c'est un livre qu'a écrit. Parce qu'il y en a plein. Oui, Là, j'en ai un sur ma table, par exemple, de Philippe Erlin, qui explique Bitcoin. Il y en oui. a d'autres de Alexandre Stachenko et Claire Balva. Peut-être que Arnaud aussi, tu en as peut-être d'autres que tu as en tête. Et donc, c'est vrai que c'est important de parfois sortir de YouTube et de prendre un bon vieux livre avec Ouais, des c'est ça. papiers. Ouais. Wallcrypt aussi, qui a sorti une encyclopédie Ah avec. oui, oui, Wallcrypt. Oui, oui, mais je l'ai, leur livre. Ouais, aussi. Non, mais c'est vrai. Euh, Voilà, donc si Ben tu moi, retrouves je suis très support livre, effectivement. Donc, j'ai acheté des livres, oui, c'est vrai, sur la blockchain. Bon, j'ai plus le nom de l'auteur là en tête. Mais bah, en fait, c'est tout simple, hein. J'ai lu des livres et j'ai regardé des vidéos. Et j'ai à peu près compris, on va dire, dans l'ensemble, ce que c'était que la blockchain. très clair. Alors, au niveau fondamental, la blockchain à la base, et enfin surtout Bitcoin, hein, c'est peut-être pour révolutionner un petit peu le système financier, le système monétaire. Il y a des vraies logiques philosophiques des pères fondateurs de la blockchain. On ne va pas expliquer tout ça aujourd'hui, mais est-ce que dans ta vision, dans ta thèse d'investissement, il y a aussi le fait que dans les années à venir, la blockchain va devenir incontournable, elle va peut-être même être adoptée massivement. C'est quoi ton point de vue là-dessus, justement? Bah, moi, je pense que la blockchain sera forcément adoptée, qu'on ne pourra pas y échapper. Enfin, c'est pas dans un sens négatif, hein, mais je pense qu'effectivement, elle sera adoptée en masse. Mais ce qui va faciliter ça, c'est en fait des produits qui permettront de transmettre des données, etc., via la blockchain sans que l'utilisateur ne se rende compte qu'il est en train de l'utiliser. Donc, du coup, ça fait un peu le lien avec Selfbar, qui est un produit où il y a du hardware, où les gens en fait continuent d'utiliser comme ils ont l'habitude, en fait, hein, se servir une boisson, c'est quelque chose qu'ils font habituellement euh, en utilisant une carte pour payer. Et en fait, bah, ils ne se rendent absolument pas compte, mais derrière, il y a toute une technologie ultra perfectionnée derrière qui récolte les données, voilà, qui fait des paiements via la blockchain, tout est tracé. Et l'utilisateur ne s'en rend pas compte. Et je pense que c'est ça qui fera l'adoption, parce que tout est transparent et voilà, ça évite des fuites, que ce soit en argent, en données. Pour moi, oui, ce sera adopté massivement. Très clair. Arnaud, on t'entend pas. Tu as dû te mute. Ouais. Non. Là Là, maintenant, ça marche? ouais, c'est bon, vas-y. Magnifique. Ok. Ouais, donc je disais effectivement, on parle de l'adoption de la crypto et de la blockchain en général, et je pense on est tous d'accord là-dessus. Mais du coup, toi, est-ce que d'une certaine manière, tu participes pas aussi à ce phénomène-là en te disant que maintenant, étant dans cet écosystème, bah, du coup, alors peut-être, je sais pas si c'est corrélé ou décorrélé, mais j'ai l'impression que comment dire, le fait que tu te mettes en avant davantage sur LinkedIn, c'est quelque chose d'assez récent. Je ne sais pas si Oui. c'est corrélativement lié avec ton attrait pour les nouvelles tech et notamment pour la blockchain, ce côté un peu d'essayer d'aller adresser quelque chose de plus mainstream, de plus global. Quel a été l'élément un peu déclencheur qui t'a poussé à te lancer dans la création de contenu? Et du coup, qu'est-ce que ça a t'apporté jusque-là? Quels sont les bienfaits que tu en as pu retirer ou éventuellement peut-être les points plus négatifs? Alors, ce qui m'a poussée à vouloir créer du contenu, c'est en fait, je me suis rendu compte en allant sur les événements, en rencontrant des gens, etc., que j'arrivais quand même assez facilement à trouver des boîtes avec un vrai potentiel à l'avenir. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui cherchent à investir, qui savent pas comment faire ou voilà, qui font des choses pas toujours
très rentables, voire même parfois qui se font arnaquer. Et je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur ce dans quoi j'investis, etc., et comment je fais, et où je trouve les opportunités. Enfin, j'ai énormément de questions comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas transmettre ça, justement, puisque j'ai quand même une bonne base financière de base. Je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à la finance pendant le Covid. J'ai lu des tas de trucs là-dessus. Et pourquoi ne pas transmettre ça à des gens qui sont en demande de savoir dans quoi investir, et voilà, et avec des bons projets porteurs, dirigés par des vraies personnes. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être essayer de créer quelque chose autour de ça. Mais il va falloir, si je veux justement qu'il y ait du monde qui écoute ce que j'ai à dire, il va falloir me créer une communauté. Et donc, la solution, ça a été de commencer à créer du contenu, chose que j'ai jamais fait. C'est vrai que j'étais pas trop réseaux sociaux avant, mais LinkedIn, c'est pour moi vraiment un réseau social à part. Il y a vraiment du qualitatif, que ce soit en termes de personnes qui sont sur le réseau, ou même en termes de contenu. C'est extrêmement qualitatif, et je trouvais que ça correspondait bien à ce que moi je voulais transmettre. Et donc j'ai commencé, là ça fait 2 mois, à rédiger des posts, à essayer de transmettre un petit peu la façon dont je vois les choses, dans le but voilà, de plus en plus d'amener des gens à venir me parler, et pourquoi pas après leur expliquer un petit peu ma vision des choses, et leur conseiller où investir, même si voilà, Attention, le pas sujet de est conseil en sensible. investissement. Pas de conseil en investissement. Et tu as l'impression que c'est c'est efficace, ton bilan, quoi. C'est finalement assez récent, tu disais, mais il est positif. Ce bilan-là, tu es contente de l'avoir fait. Si c'était à refaire, tu le referais. Tu as envie d'amplifier, tu as peut-être envie de faire de la vidéo. C'est quoi le futur là-dessus? On fait doucement, on apprend en marchant, ou est-ce que tu es prête à lâcher les chevaux sur le sujet et à te lancer à fond? Alors moi, ça fait que 2 mois que j'ai commencé à publier sur LinkedIn, et là, je suis à quasiment 1000 abonnés. Donc, je me dis, tiens, ça a l'air de marcher quand même. Donc, si ça fonctionne, on va continuer. Et oui, à l'avenir, j'aimerais bien diversifier les formats. Donc là, la création de posts, c'est bien parce que je suis assez à l'aise à l'écrit. Donc ça, c'est bien pour commencer. Mais je pense qu'après, oui, si je pouvais faire des formats vidéo, pourquoi pas? Ça serait bien. D'accord, ok, intéressant, très intéressant. Surtout que, attention, là, c'est pas n'importe qui te pose la question, hein. Arrête, n'importe quoi. Non, mais n'importe quoi. Mais Arnaud, toi, tu peux parler. C'est toi la star de Twitter, c'est pas moi. Enfin, de X, excuse-moi, de X. chacun, Pardon, excuse-moi, Hélène. chacun son réseau. Non, mais c'est vrai que Arnaud, pour le coup, sur LinkedIn, a bien compris les codes et le contenu. Moi, ce qui me bluffe, les copains, je vous le dis à vous deux, c'est votre régularité. Et ça, je crois que c'est essentiel sur n'importe quel réseau d'ailleurs. Alors après, le rythme n'est pas le même. Tu parlais de Twitter, Arnaud. Moi, sur Twitter, je suis à 50 000 tweets en 2 ans et demi. Bon, évidemment, c'est incomparable. En revanche, sur LinkedIn, je crois le rythme que je vois, c'est 3 posts, parfois 4 par semaine, mais des posts qui sont bien construits, à chaque fois avec un visuel choisi. Souvent, il faut qu'il soit unique, avec une façon d'écrire, avec un call to action, enfin bref, c'est un vrai métier de création de contenu, et qui suppose une régularité et surtout, je crois, une pertinence. C'est-à-dire que si ton poste, il apporte pas de la valeur, en vérité, et qu'il est juste là pour, je sais pas moi, créer du conflit, etc., ça ne sera pas pris de la même manière par la communauté. Donc voilà, en tout cas, je pense que si tu as besoin de conseils sur LinkedIn, je crois que là, tu as tout ce qu'il faut là-haut. Et puis, si tu veux t'ouvrir à d'autres réseaux, typiquement Twitter, qui est le réseau incontournable de la crypto en général, tu peux m'envoyer un petit message, je te donnerai 2-3 conseils, parce que c'est vrai que là, par contre, j'y passe beaucoup de temps. Mais en tout cas, bravo de t'être lancé, parce que celles et ceux qui nous écoutent peuvent toujours se dire « Ouais, c'est trop tard » ou « Je ne sais pas faire » ou « Ça me prend du temps » ou « Je ne comprends rien ». En vrai, le meilleur moyen, c'est de se lancer et de dire ce qu'on a à dire, et surtout de partir d'un principe simple. Quand vous faites un post, vous faites une proposition. Après, c'est ceux qui lisent
qui en font ce qu'ils veulent. Soit ils la critiquent, soit ils sont d'accord avec, soit ils la partagent, soit ils l'aiment, soit ils la détestent. Vous faites une proposition. C'est comme un chef cuisinier qui fait un plat, il propose quelque chose et après le client en dispose. Donc voilà, il faut être prêt à la critique quand on se lance. Et par contre, derrière, il faut être prêt aussi aux opportunités que ça peut t'apporter. D'ailleurs, à ce titre-là, tu disais que tu postais potentiellement pour tisser des contacts, Mhm. donner des conseils, pas forcément des conseils où investir, mais plutôt comment investir, parce que c'est important, je pense. Oui. Est-ce que tu cherches aussi d'autres types de leads, d'autres types de contacts? Un entrepreneur qui aurait besoin de fonds, un entrepreneur qui aurait besoin de conseils dans la gestion de son entreprise, des personnes intéressées par l'immobilier peut-être, et qui voudraient avoir un petit peu de ton savoir. Enfin, c'est quoi que tu cherches en priorité sur LinkedIn? Ah, moi, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui avaient du mal à récolter des fonds, alors que parfois ils ont de bonnes idées, et, ils sont motivés à développer leur structure. Et du coup, en fait, le but là, ça serait de faire venir plutôt à moi des investisseurs et de les mettre en relation avec des entrepreneurs méritants, motivés, voilà, qui tiennent la route avec une équipe solide. C'est plutôt dans ce but-là, en fait. Donc là, on va parler de Phoenix Capital. Ouais, c'est ça. Non, mais donc c'est un club d'investissement que tu as lancé, Mhm. c'est assez récent, je crois, hein. Ah oui, oui, Euh, bah, il n'est pas encore lancé d'ailleurs. Je ah, suis ok, en train de le structurer. Il faut que je vois les formes juridiques, tout ça. C'est bien sûr. en cours de création. Bah, tu reviendras nous en parler, mais en gros, c'est réunir des investisseurs et ensemble essayer de trouver des opportunités d'investissement, quoi. C'est ça. Oui. Et Et Phoenix, surtout. ça veut dire à tout moment, on peut cramer, mais on va renaître. C'est ça? Ouais, c'est le symbole de la Renaissance, le phénix. Donc, Oui, c'est oui. un peu aussi mon parcours. Voilà, c'est. Ok. J'ai rené plusieurs fois. Enfin, voilà, plusieurs fois dans mon parcours, j'ai ressurgi enfin, voilà, j'ai eu des parcours où à chaque fois j'ai été une nouvelle Claire, quoi. Ouais, bah, tu nous en as parlé un petit peu d'ailleurs, et merci encore hein, de ta franchise et de la transparence de tes réponses. J'ai une question pour toi. Euh, Tu es une femme, en tout cas a priori. Oui, je pense que ça fait pas de Ah doute. bah non, moi je prends des précautions, hein, les gars, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Bon, alors Non, a mais là, priori, non, là, je suis une vraie femme, il n'y a pas de souci. tu sais, moi je repense toujours à celui qui dit qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Et donc à chaque fois, ça me fait penser à ce même. Enfin bref, je crois qu'on n'en est pas là. Donc, tu es une femme. Et Oui. donc, il y a une suite à ma question, tu te doutes bien, on va peut-être pas s'arrêter là. Quid de la place des femmes dans l'investissement et dans la tech? Parce que là, pour le coup, clairement, quand on voit les clubs d'investisseurs, les femmes sont quand même assez peu présentes. Dans la tech, je t'en parle même pas. Mais typiquement, en général, et à tous les postes, à part peut-être le marketing, hein, mais il n'y a pas beaucoup de développeuses, il n'y a pas beaucoup de tradeuses, il n'y a pas beaucoup de. Tu vois, donc bon. Ma question, c'est est-ce que selon toi, il faudrait plus de femmes? Question très ouverte, peut-être même un peu polémique. Allez, avec Arnaud, on sait qu'on peut tatillonner. Est-ce qu'il faudrait plus de femmes? Et si oui, ou sinon d'ailleurs, pourquoi? Alors, est-ce qu'il faudrait plus de femmes C'est pas une question de est-ce qu'il faudrait plus de femmes. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir plus de femmes, mais en fait, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui s'intéressent à des projets, des gens qui savent gérer leur argent, qui savent gérer leurs émotions, des personnes qui ont envie de soutenir des équipes, voilà, qui ont envie de suivre des aventures entrepreneuriales. Et donc, je trouve que c'est pas une question de sexe, en fait. C'est juste une question de mentalité, de vision aussi, et de personnalité. Donc, moi, c'est vrai que je me sens mieux dans ces milieux-là. Mais après, une femme qui serait intéressée de la même manière que moi, oui, pourquoi pas. Maintenant, dire il faut plus de femmes, non. En fait, je pense que être investisseur, que tu sois homme ou femme, c'est pas. Je trouve pas que le débat soit réellement là. Et alors, j'ai une autre question à te poser, Claire, Mhm. et je suis très heureux de pouvoir te la poser parce que là, on est dans le fond du sujet.
on entend certaines femmes qui nous disent, notamment dans la crypto, et toi, tu es vraiment mais emblématique. Tu es une femme plongée dans la crypto, puis vraiment dans les événements, les clubs d'investissement, les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, les réseaux sociaux. Enfin, tu as plongé dedans. Hein. Et d'aucuns nous diraient, et vraiment, une question très ouverte, et j'aimerais vraiment une réponse sincère, vraiment. J'entends parfois que, ouais, mais pour une femme, il y a une barrière à l'entrée, c'est un climat un peu machiste, c'est pas très accueillant pour les femmes, c'est des références d'hommes dans un monde d'hommes, et donc, c'est pas forcément facile pour une femme de se lancer, etc. Je suis certain que ça n'est pas complètement dénué de réalité, parce que tout existe. Mais quelle est, toi, ton expérience, si tu veux bien, en tant que femme, plongée vraiment dans la crypto, la tech, par tous les moyens qu'on a évoqués juste avant? Eh bien, moi, avant d'aller à mon premier événement, c'est vrai que j'étais extrêmement angoissée parce que je me suis dit, mais je vais me retrouver la seule femme, il y aura que des mecs, quoi. Des mecs d'à peu près 25 ans, dans la crypto, machin, et moi, je vais arriver je vais arriver là. Bon, je vais être vite repérée, quoi. Mais et donc j'étais assez angoissée. Je me suis dit, mais comment ça va se passer et tout. Peut-être, voilà, peut-être ça va mal se passer. Peut-être effectivement, je vais pas être intégrée. Mais j'y suis allée quand même. Et ben, premier événement GG Community, j'étais extrêmement bien accueillie, tout le monde m'a bien parlé, les gens étaient hyper ouverts d'esprit. En fait, de base, je trouve que dans la crypto, c'est des gens qui sont déjà assez différents de ce que j'ai l'habitude de voir comme personne dans la vie de tous les jours. Et bah, ils sont pas là pour juger, bah, t'es une femme, t'es pas une femme. Non, en fait, on partage en fait une vision commune et des intérêts communs. Et en fait, les discussions, à partir du moment où elles sont ciblées sur des sujets qui nous intéressent tout autant les uns que les autres, ces barrières-là, elles n'existent plus. Donc, en fait, une femme qui arrive là parce qu'elle est intéressée par la crypto, la tech, tout ça, bah, elle sera forcément très bien accueillie, d'autant qu'on est peu. Donc s'il y a des femmes comme moi, je les invite à venir. Euh, voilà. Ouais, non, mais je te dis la vérité, je ne suis pas surpris de ton témoignage. Je pense la même chose que toi. Maintenant, c'est intéressant que ça vienne d'une femme. Parce que bon, tu te doutes bien, si moi j'avais dit la même chose, on m'aurait dit, mais tu sais pas de quoi tu parles. Donc, non, j'apprécie. Alors, je répète hein, ce que j'ai dit auparavant. C'est pas parce que tu témoignes de cela que d'autres ont Oui, pas. non. Peut-être que certains ont vécu, voilà. Mais en tout cas, ce que tu dis là, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Moi, je Mm. vois, il y a de plus en plus de femmes dans la crypto. Et quand je leur pose la question, en vrai, elles me disent, mais en fait, on est accueillis, genre, limite, genre, trop bien. Parce que, C'est vrai. c'est vrai, hein, tu vois, putain, c'est trop bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie, truc, nanani. Donc, voilà. Donc, pour le coup, c'est bien d'avoir aussi ce son de cloche. Parce que j'ai déjà eu l'autre hein, dans certaines de mes émissions où des femmes m'ont dit non, mais crois pas, c'est pas si simple, etc. J'entends, mais au moins, voilà, c'est bien d'avoir les deux. Tiens, Arnaud, sur ce sujet, est-ce que tu Alors, veux ouais. réagir? Ouais, je veux bien. J'entends ce que en plus tu sais, Jérémy, tu me connais, tu sais que c'est pas pour le plaisir de la contradiction, hein, mais je vais émettre, on va dire, une position un peu différente de peut-être de la tienne et peut-être de la tienne également. Mais encore une fois, tu es mieux placé que moi sur le papier pour pouvoir juger évidemment des situations. Mais c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés à CryptoSer aussi. Pour la première fois. On s'est jamais rencontré. Je crois que tu étais avec Augustin des GG, si ma mémoire est bonne. Oui, Hein. oui, Voilà, oui. c'est là où je t'ai rencontré. Il m'a présenté à toi et il nous a présenté. Et je me souviens avoir fait le tour visuellement au moment où il m'a présenté en me disant, mais en fait, quoi, il devait y avoir. Je pense qu'on devait être. L'événement est exceptionnel. Hein. Aucune remise en question de l'événement qui est juste dingue. Mais quoi, il devait y avoir 5% de femmes, 10% grand maximum. Voilà. Et donc, moi, ça m'a perturbé un petit peu. Alors, ça m'a perturbé en même temps, on va pas dire que j'étais surpris, parce que c'est pas exact. Donc, je pense que dans le milieu de la tech en général, il y a, je sais pas à quoi c'est dû d'ailleurs, peut-être que c'est dû à cette logique ancestrale qui consiste à dire que la tech c'est scientifique, scientifique, ça va plus être la jante masculine que féminine qui va y aller. Je ne sais pas quelle est la raison qui est due, qui crée ce phénomène-là, mais en tout cas, j'étais perturbé, heurté par le fait qu'il y avait effectivement peu de femmes. Alors, est-ce que
Ça veut dire que il y a plusieurs suites à ce que je vais dire. Premièrement, est-ce que ça veut dire que quand on est une femme, on est mieux accueilli parce que du coup, il y en a moins et donc du coup, je sais pas. En même temps, est-ce que ça veut pas aussi dire que la barrière est plus difficile ou alors qu'il y a les apparences qui consistent à dire bon, ok, les femmes, c'est super, on va en avoir quelques-unes, etc. Mais qu'au final, derrière, quand il s'agit d'avoir des postes à responsabilité, de pouvoir faire un salon, est-ce que c'est pas plus compliqué? La question, je la pose. Et tout à l'heure, tu disais une chose, c'est intéressant parce que cette semaine, j'étais à 50 Partners, qui est un incubateur important, et il y avait une intervention, j'ai plus le nom de cette femme, je regrette, hein, que je trouvais très très intéressante, où elle expliquait justement est-ce que du rôle des femmes dans la tech. Et elle disait, et je trouve que ça a du sens. C'est évidemment, là je rejoins Jérémy, c'est-à-dire que le côté de se dire il faut avoir des femmes parce qu'elle est femme ou il faut avoir un homme parce qu'il est homme, je ne suis pas sûr que ce soit forcément extrêmement sensé. En revanche, ce qu'il est beaucoup plus, c'est la complémentarité. Et c'est vrai que quand on a des équipes, moi je vois maintenant avec le recul, en prenant le recul, hein, quand j'ai des équipes où il y a des femmes et des hommes dans la direction d'une start-up par exemple, là je parle à celle qui cherche, enfin, qui met de l'argent dans des boîtes, qui cherche à investir, ben, je trouve que il y a des sensibilités différentes. Il y a une manière d'appréhender les choses qui ne sont pas les mêmes, qui me semble extrêmement pertinente quand on gère un business, par exemple. Voilà. Et je trouve que ça a de la valeur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gérer un business quand on est trois mecs ou trois nanas, c'est pas le sujet. Mais ça veut dire que je trouve que dans la complémentarité, il y a des choses intéressantes et parfois ça manque. Un écosystème qui est déjà en plus crypto, qui est très, il y a une sorte d'entre-soi parfois qui est important. Donc entre-soi, plus on rajoute un côté très très masculin, c'est vrai que ça manque peut-être d'avoir une autre ouverture, je pense, sur un certain nombre de sujets. Et j'en prends ma part, étant moi-même, Jérémy, je te confirme à 100%, pas une femme, rassure-toi. Voilà. Me voilà rassuré, sinon Voilà, ça fait moi que je me trompe et que je te c'est ça. mégenre. Exactement, mais comme je sais que tu es dans la double vérification, l'authentification Toujours forte, t'inquiète pas. EFA. T'as Ah, raison, mais exactement. tu veux rebondir là-dessus, Claire? Bah, je pense que la complémentarité des profils, c'est nécessaire, mais pas seulement en termes de sexe, hein. Je veux dire, dans une équipe, globalement, il faut qu'il y ait une complémentarité de profils. Donc, déjà en termes de domaine d'expertise, voilà, la complémentarité, c'est hyper important, déjà, de manière générale, pour qu'une équipe puisse aller de l'avant. Et après, c'est vrai que les femmes peuvent parfois avoir une certaine sensibilité sur certains sujets que certains hommes pourraient ne pas percevoir. C'est possible, mais après, toutes les femmes ne sont pas forcément douées de J'adore. sensibilité. Ben, voilà, Wow. donc... On sent que tu as Non, mais une dent, contre la non, jambe mais pas du féminine. tout, mais laisse-la tranquille, elle a raison. Non, Non, mais pas en du vrai, tout. Ah non, 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 j'ai aucune dent contre... Non, 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 au mais contraire. sincèrement, Claire, je te dis la vérité, et Arnaud, il a compris, hein, j'adore ta vision des Tu choses. bois les paroles, Mais non, mais de parce que Claire. oui, je le dis. Parce qu'en fait, en vrai, je crois elle est à l'opposé de l'essentialisme. Et moi, je suis aussi de ce côté-là. Je pars du principe que les femmes, ça ne veut rien dire, de la même manière que les jeunes, ça ne veut rien dire, et qu'il y a autant de différences à l'intérieur. Et et ta réponse claire sur la notion comment dire, de différenciation et qu'il faut des profils différents, etc. Quand tu dis que il faut pas forcément que ce soit des différences liées au genre ou au sexe, et ben moi je suis complètement en phase là-dessus. Là, je prenais l'exemple de le monde de l'assurance dont je viens, qui est un milieu qui est essentiellement au niveau des dirigeants, un milieu d'hommes, et au niveau des commerciales, qui est très mixte, pour ne pas dire de plus en plus féminin. Dans le secteur des avocats, que tu connais beaucoup mieux que moi, Arnaud, les femmes sont devenues majoritaires aujourd'hui. Est-ce que pour autant, ça rend la défense des clients meilleure? Je ne vois pas une étude objective qui peut l'affirmer. Dans l'assurance, on a des groupes comme Alan qui sont gérés par deux hommes. Est-ce que ça fait que Alan est moins bon que s'il y avait une femme à la place d'un des deux hommes? Tout ça, pour moi, c'est de l'idéologie. Mais vas-y, Arnaud. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Alors, encore une fois, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que j'explique, je suis en désaccord. Enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait de pas forcément, essentialiser, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il y a évidemment, il y a des différences d'une personne à une autre et de faire des grands schémas, etc. Très bien.
Pour autant, il y a quand même des grandes masses. Il y a quand même des réflexions qui peuvent être faites. Justement, c'est pas en prenant l'individu en tant que tel qu'on va forcément avoir pouvoir avoir un raisonnement, et qu'à un moment on raisonne en masse aussi, et donc de manière évidente. Et quand on regarde les chiffres, par exemple, justement, cette femme citait un chiffre que j'ai vérifié, que je trouve très intéressant, c'est celui du CAC 40. C'est-à-dire qu'on voit que la croissance des boîtes du CAC 40 qui ont une femme comme CEO est plusieurs fois plus importante que la croissance d'une boîte avec un homme. Est-ce que c'est le fait que ce soit une femme en tant que telle? Mais en tout cas, c'est peut-être qu'il y a Enfin, une manière de percevoir les choses. Peut-être qu'il y a une manière de percevoir les choses, peut-être qu'il y a une manière de voir la société dans la manière avec laquelle. Ça ne veut pas dire qu'un homme, peut-être, à sa place, parce que c'est cette société-là, ferait différemment, mais au bout d'un moment, on est aussi obligé de raisonner en masse. Tu vois ce que je veux dire? On est sur obligé ce de point-là, raisonner en grande masse. je suis d'accord avec toi. Et honnêtement, je suis à 100% d'accord. On ne pense pas les individus, on pense les masses. Je suis d'accord. En revanche, je dis simplement que l'essentialisme, c'est pas l'étude Je suis des d'accord. masses. Tu vois, c'est un peu différent. Mais en tout cas, c'est rafraîchissant ce discours clair. Mais on laissera l'audience se faire son avis. Et encore une fois, si on avait eu une autre femme à ta place qui aurait tenu un discours différent, eh bien c'est ça l'avantage avec Arnaud, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord et ça permet à chacun de se faire son idée. Alors Claire, on a des petites surprises pour toi avant la fin de l'émission, hein, voilà, je te le dis. D'accord. Mais on a encore quelques petites questions, notamment une que Arnaud voulait te poser sur voilà, les différents conseils que tu pourrais Ouais. donner. Voilà, je te laisse, Arnaud, pardon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Non, non, merci beaucoup, Jérémy, pour l'intro. En fait, si, voilà, si tu as un peu d'expérience maintenant en matière d'investissement, et tu commences à faire tes armes sur le sujet, si tu devais rencontrer quelqu'un, là maintenant, dans l'écosystème Web3 ou pas d'ailleurs, hein, qui voulait un peu suivre ton chemin, prendre des risques en investissement, etc., mais qui, de manière assez naturelle, pourrait craindre l'échec ou le fait d'être jugé, tu sais qu'on l'est souvent en plus, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais, qui te paraîtrait être le plus sensé et que tu aurais peut-être aimé qu'on te donne au moment où justement tu étais dans pareille situation? Quelqu'un qui voudrait investir dans le Web3, particulièrement dans le Quelqu'un Web3 qui veut prendre des risques dans l'investissement, pas forcément, mais en quelqu'un qui se général. dit ok, j'ai envie de prendre des risques. L'immobilier, alors l'immobilier, le risque est peut-être plus limité encore que, mais Oui. voilà, en private equity par exemple. Typiquement. Ce que je lui dirais, c'est que le plus gros risque qu'il prend, c'est déjà de ne pas essayer. Puisqu'en fait, chaque mois ou chaque année qu'il va passer à attendre, potentiellement, les opportunités vont passer devant lui sans même qu'il s'en rende compte. Donc déjà, le plus gros risque, c'est de ne pas en prendre. Ensuite, deuxième conseil, ça serait de commencer doucement peut-être avec des sommes qui ne sont pas représentatives. Voilà, pas miser tout son capital sur, je sais pas, sur un shitcoin ou ce genre de choses, quoi. Mais voilà, y aller tout doucement et puis, mais en tout cas, au moins de le faire. Et même si ces premiers investissements sont pas les meilleurs, c'est pas grave. Il y a toujours des opportunités qui se présentent, mais à partir du moment où on a mis le pied à l'étrier, eh bien, on les voit, les opportunités après. Mais si on met pas le pied à l'étrier, bah, clairement, elles passent et on s'en rend même pas compte. On se rend compte Clairement. après. Non, mais c'est sûr. Ouais, 100%. C'est clair. Ouais, écoute, Ok, intéressant. ce que j'aime bien en plus, c'est que les conseils que tu donnes, tu les as démontrés, que tu les as suivis toi-même hein, dans ta vie. Parce que souvent, tu sais, ceux qui donnent des conseils sont pas forcément les mieux. On dit les conseillers ne sont pas les payeurs, mais on voit avec ton parcours que les conseils que tu donnes sont issus de ton expérience, à tout le moins. Donc, c'est intéressant. J'ai une autre question pour toi concernant les échecs. Dans ton parcours que tu nous as présenté, on ne voit pas vraiment d'échecs. On voit des changements, on voit des conversions. Est-ce que tu as eu un échec que tu voudrais nous partager, un truc que tu t'es vraiment loupé et surtout derrière, quel enseignement tu en as tiré? J'ai eu des échecs, ça c'est sûr. Au départ, j'ai eu des échecs dans l'immobilier puisque ça m'est arrivé de faire trop confiance à certains locataires et puis au final de ne pas avoir mes loyers et puis de croire en la bonne foi des gens qui en fait n'étaient pas du tout au rendez-vous.
Donc ça oui, ça j'ai eu des échecs par rapport à ça. C'est même plutôt des désillusions que j'ai eues. Et ça a été la même chose en pharmacie où je pensais vraiment qu'après avoir eu mon diplôme, tout allait très bien aller et voilà, et que mon chemin était tout tracé. Au final, pas du tout. Donc je dirais que c'est plus des désillusions que j'ai eues. Ouais. Est-ce que ça me fait penser à une autre question. Alors, elle est un peu binaire, mais c'est pas grave. Je te laisserai mettre de la nuance. Est-ce que pour réussir, il faut être dur, parfois même, j'allais dire, un peu méchant, et a fortiori, quand on est une femme, est-ce qu'on se doit d'être peut-être plus dur? Enfin, voilà, est-ce que tu le penses ça, ou alors pas du tout, et tu te dis ça fait partie du jeu de se faire avoir finalement? C'est pas qu'il faut pas être méchant. Je pense pas qu'il faille devenir comme ça. Après, moi, je suis quelqu'un de rigoureuse, donc c'est-à-dire que quand je vois que l'argent n'arrive pas, je suis plus si gentille que ça. Mais mais Ok. sinon, devenir méchant, non. Mais parce qu'il faut quand même, je veux dire, garder des bonnes relations avec les gens. On n'est pas là non plus pour s'entretuer, quoi. Ça reste de l'argent. Mais après, je pense qu'il faut avoir quand même la tête sur les épaules et surtout, quand on investit, toujours se garder un coussin de sécurité financier. Parce qu'on sait que potentiellement, il va y avoir des coups durs. Ça, je l'avais anticipé, hein. Donc, les coups durs, j'ai su les éponger. Mais voilà, après, il faut pas se dire, oh, telle personne n'a pas payé, c'est tout, c'est terminé, je fais plus confiance à personne. Non, non. Après, voilà, il y a des gens qui sont corrects, il y a des gens qui on peut faire confiance, et heureusement d'ailleurs, sinon rien ne serait possible. Il y a des collaborations qui se font très très bien. Donc non, je pense qu'il faut pas non plus, il faut pas devenir comme ça, mais il faut rester soi-même. Et bon, après, bien sûr, il faut rester méfiant, voilà, mais ouais. Ok. Non, mais c'est très clair. Alors, on va passer maintenant avant les petites surprises qu'on t'a réservées. On va passer aux deux questions subsidiaires. En fait, je vais te poser deux sujets plutôt, et c'est toi qui vas choisir celui qui t'intéresse le plus ou le moins par défaut. Donc, soit on parle d'intelligence artificielle, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas parler crypto sans à un moment donné parler d'intelligence artificielle. Soit tu souhaites qu'on parle pendant quelques minutes, hein, on ne va pas parler 2 heures, hein, de la place de la France et ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump, parce que ça aussi, c'est un sujet dont on ne parle pas des conflits ukrainiens, tout ça, on parle vraiment de la partie politique, peut-être tarifs douaniers, vraiment la partie plutôt économique. Voilà. Est-ce que l'un des deux sujets t'intéresse plus qu'un autre? J'aime bien les deux sujets, donc Eh, bon, allez, on va parler de la France, c'est parti. Ok, très bien, super. Écoute, non, il n'y a pas de question précise, c'est plus Oui. comment tu vois, parce que c'est pas te faire offense que tu as une certaine expérience et que tu as vu l'évolution de la place de la France, et notamment ces derniers mois. Comment tu vois au niveau vraiment écosystémique, vraiment économique, start-up, tech, entrepreneuriat, etc. Est-ce que tu ressens aujourd'hui l'attrait du jeune continent par rapport au vieux continent? Comment tu vois la politique agressive et en même temps sûre d'elle des États-Unis par rapport à la France et à l'Europe? Enfin, comment tu vois les choses, toi, de ton prisme? Moi, je trouve qu'on a beaucoup de talents en France, de créateurs d'entreprises, etc. Mais on a aussi en France une politique qui est quand même assez restrictive et qui empêche justement l'épanouissement de tous ces talents qu'on a. Aux États-Unis, ils sont pas du tout comme ça. Il y a beaucoup plus de voilà, Donald Trump est beaucoup plus, déjà il est très pro-crypto, et puis l'entrepreneuriat est énormément favorisé là-bas, chose que chez nous on n'a pas. Donc déjà, voilà, on est sur deux territoires qui sont complètement opposés du point de vue entrepreneurial. Ouais. Arnaud, tu veux réagir là-dessus avant qu'on passe aux surprises?
Je vais pas vous dire que je trouve que la France est un écosystème infiniment favorable pour entreprendre. Ce serait me démentir dans ma conviction profonde. Pour autant, je pense qu'effectivement, on a quand même des qualités. Preuve en est, t'investis, enfin peut-être que je me trompe et que tu vas me dire que tu investis dans énormément de projets étrangers, mais je pense que tu investis aussi pour l'instant peut-être majoritairement dans des projets français. Donc il y a quand même de belles choses à faire. Non, moi le regret, je l'exprime suffisamment souvent sur LinkedIn pour pas que ce soit surprenant pour ceux qui m'écoutent et qui me lisent déjà, mais je pense on adore se tirer des balles dans le pied. C'est un kiff ultime dans ce pays, c'est extraordinaire. On se tire beaucoup de balles, alors qu'on a évidemment quand même des choses qui sont hyper favorables, et c'est bien dommage, et c'est ça qui pousse beaucoup de projets, notamment Web3, et on en parle, Jérém, lors de mes interventions régulièrement, que malheureusement ça pousse les entrepreneurs à partir. Et probablement notamment aux États-Unis, même si peut-être là avec Jérém on sera un peu moins d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup d'esbroufs chez l'oncle Donald et qu'il faut toujours être très méfiant sur la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain avec lui. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Voilà. T'es en mute, c'est Donald qui t'a muté, je pense. C'est dommage, j'avais fait une bonne blague. Allez, je vous la resserre en réchauffé. En différé. L'oncle Donald au pays de l'oncle Sam. Écoute, en tout cas, merci Claire pour cet entretien, mais reste avec nous parce qu'on a deux petites surprises pour toi. D'abord, tu connais ce monsieur? Ah, salut, ça va? Salut. Salut. J'avais envie. Bon, comment vous allez? Super bien. Bienvenue Jean-Luc. Merci. Jean-Luc, tu es le fondateur de Wallcrypt. Oui. Et évidemment, quand j'ai su qu'on recevait Claire aujourd'hui, je me suis dit, allez, on va inviter notre ami Jean-Luc s'il veut faire un petit coucou, dire un mot ou même poser une question à Claire. Je t'en prie. Eh ben, écoute, déjà, merci pour l'invitation, pour commencer. J'ai écouté effectivement donc, l'émission, donc c'était vraiment très intéressant d'écouter le parcours de Claire. Donc, je remercie d'ailleurs infiniment de contribuer au développement de Wallcrypt à travers la levée de fonds. Donc ça, c'est vraiment superbe de pouvoir apporter cette solidarité donc, au développement du Web3 et de l'IA de manière générale. Hein. Voilà, donc non, mais moi je tire mon chapeau effectivement d'abord à Claire, parce que pour avoir fait en fait des grandes études, ça m'a toujours épaté de faire, donc un bac+7, pharmacie, et puis après dire oh bah non finalement Ouais. chose. Bravo, mais bon, ça, je pense que ça te servira toujours de toute manière, quoi qu'il en soit, je dirais. Et peut-être même que tu investiras dans la santé ou je sais pas, dans des produits tech. Voilà. Donc et puis merci aussi merci aussi à Arnaud, je dirais, donc j'en profite, je dirais, pour en parler puisqu'on va organiser prochainement un petit event à Paris là sur justement la démocratisation de la crypto-monnaie dans les locaux du cabinet d'avocat d'Arnaud en fait. Hein. Voilà. Donc et puis 27 mars à Paris. Ouais. Exactement, et voilà, ça va être quand même un événement exceptionnel parce que c'est pas c'est pas une journée pour comprendre qu'est-ce que la crypto, mais c'est aussi une journée qui va être très riche, très intéressante parce qu'effectivement, il va y avoir des interventions et ça c'est vraiment unique d'experts. Donc Arnaud va intervenir pendant 1 heure, j'ai aussi Clarisse Lefort qui va intervenir pendant 1 heure sur la comptabilité, donc Marc Bouzy qui va intervenir pendant 1 heure sur la sécurité, la cybercriminalité. Donc, ça va être quand même très, très riche. Au niveau, on va avoir un beau panorama de ce qu'est la crypto. Comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec. On ne va pas forcément rentrer trop dans la technique sur une journée. Et en même temps, on va donner une dynamique à cet événement à travers des interventions d'experts qui vont pouvoir effectivement bien éclairer les participants en disant, tiens, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de l'event. Et d'autres events sont effectivement en préparation. Hein. Donc,
Et notamment, on en a parlé, on est un petit peu à Claire aussi, justement, sur l'IA, la blockchain et le domaine de la santé, par exemple, où il y a Ok. et l'immobilier aussi, Est-ce que t'as les deux, on a est-ce l'immobilier. que tu une question peut-être pour Claire? Est-ce que tu veux lui dire quelque chose Écoute, déjà, je voulais la féliciter pour son parcours, la remercier pour l'investissement, effectivement, donc, dans Wellcrypt, et puis de conserver, je dirais, son dynamisme, et puis aussi, effectivement, comment tu vois l'avenir en termes de business angel. Est-ce que c'est je crois qu'il y a de te regrouper avec d'autres personnes ou de continuer à chercher seul? Qu'est-ce que tu as en tête actuellement? Comment tu vois la chose après tes premières expériences? Eh bien, non, l'idée, ça serait justement de rencontrer des personnes comme moi qui aiment l'investissement en start-up et ensemble, de nous mettre ensemble au sein d'une communauté, de partager un petit peu les opportunités qu'on a trouvées, voilà, et ce pourquoi on aime tel ou tel projet, et aussi en faire profiter à des gens qui aimeraient investir, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui ont peur ou qui se tâtent parce que avec tout ce qu'on peut trouver parfois comme arnaque ou autre sur Internet, c'est pas toujours évident de savoir faire la part des choses. Et donc voilà, et créer comme ça une espèce de synergie voilà, avec des personnes qui font la même chose que moi, ça serait vraiment l'idéal. D'accord. Et du coup, le choix, tu as déjà une idée est-ce que c'est un cercle fermé où tu choisis les personnes qui vont rentrer en fonction de certaines affinités ou de montants d'ailleurs, je ne sais pas. Un cercle fermé, oui, privé aussi, puisqu'on va parler d'argent, on va parler d'investissement, donc il faut que ce soit privé, avec une sélection à l'entrée, pour que justement les membres, qu'il y ait une certaine qualité au niveau des membres qui restent présentes, et puis pour qu'on puisse échanger entre nous, voilà, sur les sujets qui nous animent. Et voilà, mais aussi faire entrer des personnes, des plus petits investisseurs aussi, hein, l'essentiel, en fait, c'est vraiment qu'on ait une vision commune et qu'on partage une même mentalité, un même intérêt pour investir, et vraiment une volonté, voilà, de participer à des projets concrets et qui font vraiment évoluer, en fait, le monde. En étant même, pourquoi pas, advisor en même temps s'il Oui, faut. aussi, oui, bien sûr, oui, parce que en fait, plus je vais investir dans des boîtes, plus je vais découvrir le monde du Web3, de la blockchain, et plus je vais développer mon expertise. Donc, forcément évidemment, je pourrais être advisor dans plusieurs boîtes et aider aussi au développement de certaines. Et Merci. justement, je relève un point, c'est Je suis toute désolé. thématique. Ouais, il faut qu'on avance, Jean-Luc, je suis désolé. Merci, en tout cas, c'est vraiment très sympathique. Et puis bravo Claire aussi, et puis Arnaud aussi, voilà pour vos interventions. Merci Jérém pour l'invitation. Merci beaucoup. À très bientôt. À Salut très Jean-Luc. bientôt. Merci à vous. Salut, salut. Salut Jean-Luc. Désolé les copains, mais il faut pas qu'on dépasse un certain délai. Puis j'ai une dernière surprise pour toi, Claire. Tu connais ce gars-là? Ah, oui, je connais, ouais. Salut à tous. Salut. Salut Tu m'avais Axel. envoyé le lien pour que je regarde, Claire. Au final, je suis dans l'épisode. Ah ouais. Je pensais pas. Eh oui. Tu m'as dit que tu n'étais pas dispo, donc. Alors, je disais justement que j'étais en call avec Axel cet après-midi. Donc, coïncidence, vraiment grosse coïncidence. Et je me suis dit, allez, et s'il est disponible, faisons-le venir faire un petit coucou. Alors, donc, on a rappelé dans l'interview que Frigom, c'est ton premier investissement, ta première implication dans un projet tech Web3. Donc voilà, je sais pas si Axel, tu veux dire un mot, poser une question à Claire, ou voilà, je vous laisse papoter entre vous pendant quelques minutes avec plaisir. Ouais, c'est vrai, on parle assez souvent avec Claire. Donc, voilà, on s'apprécie, on a une bonne relation professionnelle entre nous, et puis même un peu plus, parce que du coup, elle s'est expatriée en Europe de l'Est. Oui, c'est vrai. Alors, pas dans ma ville, mais on va dire que je lui ai donné quelques guidelines, etc., de bonnes pratiques, on va dire. Et voilà, et donc Claire, c'est une personne qui est courageuse avant tout, parce que c'est vrai que c'est quand même pas évident le monde
la tech, de l'investissement quand tu es une femme comme ça. Et voilà, Claire a beaucoup de courage. Et voilà, j'avais une question qui est un peu décorrélée de ça, mais tu as un doctorat et j'aimerais savoir du coup, quel est ton processus d'apprentissage, Claire? Mon processus d'apprentissage, c'est-à-dire, c'est vague. Ouais, de quelle manière? Donc, je sais que tu as appris beaucoup de choses, tu as appris l'immobilier, l'investissement, Mm. donc la médecine également, etc. Quel procédé tu utilises? Est-ce que tu es en mode, OK, je le fais comme je sens, ou alors je me dis, OK, je vais lire les 5 meilleurs bouquins sur le sujet, écouter les meilleurs dans la niche, écrire des trucs. Est-ce que tu as une manière particulière? Ben, quand un sujet me titille, j'ai tendance à aller creuser déjà par moi-même et en général, j'y vais à fond. Donc, c'est-à-dire que je vais creuser, je vais acheter des livres, je vais regarder des vidéos et voilà. Et non, j'ai tendance à vraiment explorer au maximum les sujets qui me passionnent. Donc voilà, mais après, je sais pas, j'ai pas de Obsession. méthodologie particulière. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment de la passion, quoi. Ouais, je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime Ouais. pas ce qu'on fait, ben, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, moi, je pourrais pas. Donc, si je fais les choses, c'est parce que j'aime bien et ça m'intéresse. Je crois qu'on est 4 comme ça ici, hein, je crois. C'est clair. Ouais, non, je voulais savoir parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des façons très construites et d'autres un petit peu plus au feu ardent comme moi. Donc, Ouais, c'est plutôt ça, ouais. À l'instant. ok, génial. D'accord, Ouais, pas. Eh bien, écoutez, en tout cas, très cool. J'espère que tu as aimé tes surprises, Claire. Oui. Merci beaucoup, Claire, en tout cas, d'être venue dans l'émission pour répondre à nos questions. Et voilà, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant d'en savoir un petit peu plus sur toi et ton parcours. On va se recroiser très certainement dans les prochaines semaines et les prochains mois, peut-être à Paris Blockchain Week, peut-être à d'autres événements. Et puis, on va te souhaiter plein de belles choses pour la suite en tant qu'investisseuse. Voilà, j'aime bien ce mot-là. Et puis, voilà, je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver le replay sur l'ensemble des plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube, évidemment. Et puis, rendez-vous le 27 pour un nouveau numéro de A Point avec un invité exceptionnel. On ne vous dit pas qui, mais on l'a déjà. Voilà. Arnaud, pareil, plein de belles choses pour toi, mon ami. Alors, attends. Parce que comme tu tapais sur ton clavier, je t'ai mute. Voilà, pardon. Ah, tu m'as mute, mais j'étais déjà Ouais. mute quand tu m'as muté, je te signale. Mais c'est pas grave, tu m'as double muté. Mais tout va bien. Merci beaucoup, Claire, franchement, c'était top. Merci vraiment. C'est très cool. Et enchanté, Axel. Je sais pas, je crois qu'on n'a jamais eu l'occasion de se parler, je crois. Je sais pas si peut-être. Non, c'est peut-être serrer la main, je crois, à un événement rapidement, mais on n'a jamais eu de vraie conversation. Donc, au plaisir, peut-être à l'occasion d'échanger avec grand plaisir avec toi. Et puis, franchement, Claire, ouais, on va se revoir, c'est sûr. Peut-être pas à Paris Blockchain Week, mais on va se revoir, certainement. À Biarritz cet été. Oui, j'ai mon billet. J'ai mon billet pour Voilà. chacun, donc déjà, oui, Voilà. ça, c'est Ouais, sûr. donc, on s'y verra dans tous les cas de figure. Plaisir. Bah voilà, magnifique. Génial. Bon, bah, super. Le rendez-vous est pris. Merci Ouais. à tous. Et puis, Merci. bah, passez une très belle journée. Claire, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites ce que vous aimez et n'ayez pas peur, parce qu'il y a plein de belles opportunités qui se présentent. Voilà, si vous faites ce que vous aimez et que vous foncez, donc dernier conseil, faites vraiment ce qui vous passionne et n'ayez pas peur.